À présent, comme le programme l'indique, nous allons commencer avec la session 1, hémopathie en Algérie, nouveauté des prises en charge. Une session aujourd'hui qui va un peu rassembler les spécialistes pour discuter des avancées dans le diagnostic et le traitement de ces maladies dans notre pays. Il s'agit des innovations thérapeutiques notamment et l'accessibilité des soins et les défis de la prise en charge locale. Je vous signale que l'événement est en streaming, c'est-à-dire que celles et ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement ici au Palais de la Culture peuvent nous suivre en direct sur LinkedIn, sur Facebook et sur YouTube. C'est la tradition d'Hospitalia. Nous diffusons en direct en streaming afin d'atteindre un maximum de téléspectateurs et bien sûr de convives ici même au sein du Palais de la Culture. À présent, nous allons tout de suite commencer à inviter les panélistes. Nous invitons le professeur Mohamed Amin Bekadja, je vous en prie, et Madame Latifa Lamhan, présidente de l'Association nationale des hémophiles. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Le panel est constitué également de Salim Nekal, professeur Salim Nekal, qui est chef de service hématologie et banque de sang CHU Bni Messous, coincé dans la circulation. Il vient de passer un coup de fil, il arrive dans quelques minutes. Je rappelle que le professeur Mohamed Amin Bekadja est du service hématologie à l'EHU d'Oran et que Madame Lamhan, très active, Laïbar Kaleha, est présidente de l'Association nationale des hémophiles. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très ravis de vous compter des nôtres. Alors, nous allons d'abord commencer par l'état actuel des connaissances sur la prévalence et l'incidence des hémopathies en général en Algérie. Le professeur Bradaï devait être avec nous ce matin. Malheureusement, il est sur Oran, vu qu'il y a un événement hémato au niveau d'Oran et qui réunit principalement les hématos les plus actifs du pays. Donc c'est déjà une prouesse d'avoir pu ramener le professeur Bekadja d'Oran vers Alger, quasiment le jour même et la veille du départ de cet événement à Oran. En revanche, le professeur Bradaï a voulu et a tenu à nous faire cette petite vidéo afin de donner justement son avis sur la question. Donc nous allons commencer par l'état actuel des connaissances, nous allons l'écouter, nous revenons au panel pour réagir et le temps que le professeur Nekal nous rejoigne dans un petit instant. Bonjour tout le monde. Bon, d'abord, je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous, mais quand même, je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées. Et en fait, il faut juste savoir que la société d'hématologie, la société algérienne d'hématologie et de transfusion sanguine, est organisée en groupes de travail. Et chaque groupe de travail donc, a un coordinateur et des référents. Des référents en fonction de chaque pathologie. Et ceci nous a facilité la tâche pour faire des études, entre autres, des études épidémiologiques. Et ceci pour la majorité, en fait, des hémopathies. Donc, si je prends pathologie par pathologie, on n'en finira jamais, mais on finira jamais, non, mais dans un délai lent. Et je peux vous donner certains exemples. Ces exemples, surtout pour des exemples pour lesquels il y a des registres qui ont été mis en place et qui sont mis à jour régulièrement. Si je prends l'exemple, par exemple, du myélome multiple, l'incidence de la toute dernière étude qui est même publiée dans la revue algérienne d'hématologie, cette incidence est de l'ordre de 2,9, c'est-à-dire pratiquement 3 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Et on recrute approximativement, je dirais, 1000 nouveaux cas par an. Si je prends l'exemple de la leucémie myéloïde chronique, l'incidence est de 0,53, avec un recrutement annuel de 200 nouveaux cas par an, c'est-à-dire 200 nouveaux cas de leucémie aiguë par an. Ça, c'est le chiffre global. On peut dire que 200 nouveaux cas, ce n'est pas beaucoup, mais en fait, c'est des malades qui, actuellement, grâce aux nouveaux traitements, vivent longtemps, vivent très longtemps, et même pour les malades qui sont répondeurs, pratiquement, ils ont une moyenne de survie qui est équivalente à la population générale. Donc, chaque nouvelle année, il y a 200, donc comptez sur 5 ans, ça va être 1000 malades et au-delà. D'ailleurs, si je prends l'exemple de notre service à Blida, au centre anticancer de Blida, on suit 550 malades. Et on est arrivé même à presque 600 si on compte les malades récemment diagnostiqués. Si je prends par exemple l'exemple des lymphomes non-Hodgkiniens, c'est un groupe très disparate, donc très polymorphe.
on est à une incidence qui est de l'ordre de 5, c'est-à-dire 5 nouveaux cas pour 100 000 habitants et par an. Si je prends l'exemple de la maladie de Hodgkin, ce qu'on appelle maladie de Hodgkin, ou lymphome hodgkinien, on recrute annuellement jusqu'à 600 nouveaux cas par an, avec une incidence de l'ordre de 1,8. Si je prends un autre exemple, et on peut citer d'autres exemples, si je prends de la leucémie lymphoïde chronique, cette incidence est de 0,8. Mais de façon globale, quand on analyse les données, donc ces analyses statistiques périodiques montrent qu'il y a une progression de la pathologie, de toutes les pathologies, et ceci, il y a une progression, donc avec le temps, je pense, un des paramètres les plus importants pour lesquels il y a de la progression, parce qu'on n'a pas dépassé les chiffres internationaux. Donc, donc je pense que c'est expliqué en grande partie par la possibilité de faire des diagnostics, c'est-à-dire l'accès au diagnostic et la médicalisation qui se fait à travers le pays. Très bien. Voilà donc la toute première réaction du professeur Bradaï à propos de cette question. Je vous pose la même question. Que peut-on dire aujourd'hui sur l'état actuel des choses? Professeur Bekadja. Merci, Monsieur Lahri, pour votre invitation et puis pour l'organisation de ce deuxième événement sur l'Hospitalia Expo. Je reviens à ce que disait mon confrère. Si on parle d'incidence des hémopathies malignes, si on prend les hémopathies malignes de façon intrinsèque, il faut savoir que les incidences sont généralement moins de 1%. Si on les compare à ce qui se fait ailleurs, en Europe, aux États-Unis, où c'est de l'ordre de 4 à 5 cas pour 100 000 habitants. En dehors du Hodgkin, où c'était à l'époque le professeur Abed Ablida, qui a été le coordinateur, qui a initié plusieurs enquêtes épidémiologiques. Je reviens maintenant sur cette notion d'incidence qui augmente. En fait, elle est liée à deux facteurs qui sont très importants. C'est d'abord la population algérienne qui passe de l'ordre de 28 millions quand on était en les années 90. Elle est à 47 millions d'habitants aujourd'hui. Et puis, il faut aller vers l'horizon de 2050 où on aura, de façon exponentielle, une augmentation des incidences de ces maladies. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le fait qu'il y a un accès aux soins qui est plus généralisé. À l'époque, on avait 4 ou 5 services d'hématologie. Actuellement, il y a 21 services d'hématologie. Donc, il y a une possibilité d'accès, justement, au diagnostic de ces pathologies. Le troisième point qui, je pense, à mon avis aussi est important, c'est le fait que les plateaux techniques commencent à se moderniser, entre guillemets, et qu'on a la possibilité de faire ces diagnostics. Et Bradaï avait posé le problème de la LMC. La LMC, on va en parler tout à l'heure, c'est la première pathologie qui a permis d'ouvrir la voie aux thérapies ciblées. Et donc, de ce côté-là, cette maladie qui avait une espérance de vie de l'ordre de 3 ans, 4 ans, aujourd'hui, elle rejoint les espérances de survie de la population générale. Et donc, sur le plan de la prévalence, on commence à avoir un nombre de plus en plus important de patients. Voilà pour ce qui est des prévalences et puis des incidences. Merci. Parfait. Les progrès récents dans la prise en charge des hémopathies malignes, leucémie, lymphome, entre autres, c'était la deuxième question que je souhaitais vous poser. Et le professeur Nekal est là. Marhaba avec professeur. Directement, je vous invite à rejoindre le panel. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et nous allons écouter justement le professeur Bradaï à propos de ces progrès récents dans la prise en charge des hémopathies malignes. Et nous allons faire réagir juste après le panel. En fait, après les années 2000, il y a eu ces traitements ciblés. Et ces traitements ciblés, en fait, les pionniers, les deux molécules pionnières de ces pathologies sont les antityrosine kinases qu'on utilise dans la leucémie myéloïde chronique. C'est connu, ce qu'on appelle l'imatinib, donc le plus ancien, qui a révolutionné la prise en charge de cette pathologie, de cette leucémie myéloïde chronique, qui autrefois, avec la chimiothérapie, et même avec la greffe, l'allogreffe, les résultats étaient très décevants et les malades généralement décédaient dans les 4-5 années qui suivent le diagnostic. Donc
il y a une évolution inéluctable vers ce qu'on appelle la cutisation. Et l'imatinib a été la révolution, puisque 80%, jusqu'à 90% des malades répondaient à ce traitement, et quand ils répondent, pratiquement, ils mènent une vie pratiquement normale, surtout s'il n'y a pas d'effets secondaires. Et la deuxième molécule qui a été également a ouvert la voie à de nouvelles thérapies, c'est l'immunothérapie, c'est l'utilisation des immunoglobulines monoclonales qui sont dirigées contre un constituant particulier de la cellule tumorale. En l'occurrence, c'était le rituximab qui était dirigé contre le CD20 qui est présent dans les cellules lymphoïdes B. Donc, c'est devenu une cible thérapeutique. Et ça a ouvert la voie à l'immunothérapie qui s'est considérablement développée parce qu'on a recherché des cibles thérapeutiques à tous les niveaux. Donc, soit par exemple un CD30, un anticorps anti-CD30, un CD33, CD54, CD, et ainsi de suite. Et puis cette immunothérapie s'est encore développée, on utilise ce qu'on appelle les immunoglobulines couplées avec de la chimiothérapie. Donc, on utilise également des anticorps bispécifiques pour stimuler, booster l'immunité. On utilise également des anticorps anti, ce qu'on appelle PD-1 et ainsi de suite. Et là, c'est devenu un arsenal nouveau, un arsenal thérapeutique nouveau qui est dirigé contre tel ou tel autre type de pathologie. Donc ça, c'est l'immunothérapie, mais après, c'est les traitements dits ciblés. Et là, qu'est-ce qu'on cible? On cible le métabolisme de la cellule tumorale, c'est-à-dire soit en bloquant la prolifération, parce que la cellule tumorale, c'est quoi? Soit elle prolifère beaucoup, donc c'est la prolifération, et où elle ne meurt pas précocement, c'est-à-dire c'est des cellules à longue durée de vie. Donc une cellule, quand il y a la prolifération, et c'est des cellules vivent longtemps, donc elles vont s'accumuler, ça donne le cancer. Et là, c'est agir soit sur la prolifération, donc on bloque la prolifération tumorale, ou bien on permet, donc on bloque ce qui bloquait la mort tumorale, c'est-à-dire on permettait la mort cellulaire, c'est-à-dire l'apoptose, ce qu'on appelle l'apoptose. Et là, avec ces thérapies, et pour certaines pathologies, l'algorithme décisionnel a complètement changé. Ces thérapies peuvent être utilisées également seules, c'est comme par exemple l'imatinib, tout seul, et après l'imatinib, il y a eu l'imatinib les ITK de seconde, troisième génération, et ainsi de suite, soit être utilisées en association, en complément à la chimiothérapie. C'est-à-dire ces nouveaux traitements n'ont pas complètement effacé la chimiothérapie, non. Ils doivent soit renforcer la chimiothérapie, ou dans certains cas, pratiquement enlever la chimiothérapie. Dans certaines pathologies, par exemple, si je prends la leucémie lymphoïde chronique, quand on a un certain nombre d'anomalies dites cytogénétiques, par exemple la mutation de la PC3 ou la délétion 17P, ça ne sert absolument à rien de donner la chimiothérapie. Il faut aller directement vers les traitements ciblés, ce qu'on appelle les traitements ciblés. Et là, dans ces traitements ciblés, on est maintenant à la première, deuxième, troisième génération de traitements ciblés. Parfait. Voilà. Avant de donner la parole, bien sûr, à notre panel, vous allez voir un QR code qui s'affiche sur l'écran. Vous n'avez, s'il vous plaît, qu'à le scanner. Et là, vous êtes dans la plateforme Hospitalia Expo afin de poser vos questions et nous allons essayer d'en récupérer un maximum, du moins les questions les plus pertinentes, afin de les poser à notre panel. Et ça sera cette organisation tout au long de l'ensemble des 8 sessions prévues pour cette seconde édition. Voilà. Professeur Nécal, vu que vous êtes venu, vous êtes directement dans le bain, je pense. Je n'ai même pas la peine de vous briefer. Tenez, prenez le micro, s'il vous plaît, surtout pour réagir sur ces progrès récents dans la prise en charge. Ouais. J'aimerais dire, avec beaucoup de sincérité et même un peu de parti pris, ce n'est pas mon ami le professeur Bekadja, ou même notre collègue Namel Mhan, qui vont dire le contraire. L'hématologie a connu des progrès inimaginables. Franchement, dans le domaine des cancers et des hémopathies malignes, et pas que les malignes, il y a des traitements maintenant de plus en plus performants. C'est moins déprimant, il faut dire la vérité. On a beaucoup de chance. Avant, quand on recevait, je ne sais pas, peut-être que le professeur Brada et le professeur Bekadja l'ont dit, mais la fameuse leucémie biologique dont tout le monde parlait, on en parle parce que c'était celle qui, quand on voyait un malade, c'est plutôt des jeunes
On savait ce qui allait se passer et très très vite. Et c'était pratiquement de manière inéluctable. Ça faisait partie de la définition. Carrément. Une transformation inéluctable, et le mot inéluctable est fort. Hein. Et bien maintenant, les personnes vivent, les personnes ont des avenirs, ils se marient, ils ont des enfants. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la même chose pour les autres hémopathies malignes. Donc, en matière de progrès, que ce soit des hémopathies malignes ou bénignes, l'hématologie a une part vraiment prépondérante. Je crois que ce n'est pas encore fini. Et pour ainsi dire, on parlait souvent, peut-être on va en parler tout à l'heure, de cette fameuse greffe de moelle, qu'elle soit allogénique ou autogreffe, avec des indications qui sont de moins en moins importantes. C'est dire que les molécules sont de plus en plus performantes et efficaces, avec un terme particulier, guérison. Ce n'est pas quelque chose c'est pas un rêve, je veux dire, c'est pas une utopie. C'est une réalité. Maintenant, c'est la réalité. C'est vraiment quelque chose de fabuleux pour les hématologues comme nous, qui avons fait plus de 3 décades. Et voir cette évolution, c'est tout simplement fabuleux. Parfait. Ce n'est pas des paroles en l'air. Exact. Professeur Bekadja, et puis je ferai réagir Madame Lemhan juste après. Moi, je pense que ces progrès ont été faits grâce aux apports de la biotechnologie. Parce que toute la modernisation du diagnostic s'est faite justement grâce aux prouesses des recherches fondamentales. Et donc, quand on arrive avec des moyens de diagnostic comme la cytométrie de flux, comme le NGS, comme les séquenceurs, donc ça permet d'aller chercher dans la cellule, justement, et regarder, comme disait Bradaï, non seulement le métabolisme, mais toutes les voies de signalisation qui apparaissent du récepteur jusqu'au noyau. Et l'industrie pharmaceutique a réussi, justement, à prendre ces résultats et à en développer les protéines nécessaires qui permettaient de contrecarrer les anomalies qui étaient faites sur le plan moléculaire. Donc l'essor qui a été fait dans le cadre de l'hématologie, l'oncologie en général en a bénéficié. Les thérapies cellulaires qui ont débuté dans la LMC, on en parle aujourd'hui dans le mélanome, on en parle dans le cancer du poumon à petites cellules, etc. Donc voilà, je crois qu'il faut regarder ça d'en haut et regarder que toute cette progression qui s'est faite dans le cadre de la médecine, elle est basée surtout sur les techniques de biotechnologie. Parfait. Alors, Madame Lemhan, certainement vous avez une réaction. Nous parlons des hémopathies de manière générale. Vous, c'est l'association des hémophiles. Comment vous réagissez après toutes ces réactions? Merci Ahmed El-Habib de m'avoir invité pour ces sessions. Donc, du point de vue associatif, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de chemin qui a été fait par rapport à la prise en charge de l'hémophilie. C'est un grand parcours. Quand on avait commencé au sein de l'association, il n'y avait même pas de traitement. C'était des pénuries, c'était des ruptures de stock au niveau de la PCH. C'était vraiment du nomadisme thérapeutique. Tous les patients venaient des autres wilayas pour atterrir sur Alger. Donc, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes qui connaissaient l'hémophilie. Donc maintenant, on peut dire qu'il y a un pas, il y a un grand pas géant qui a été fait par rapport à la prise en charge de l'hémophilie de façon globale. Ça, c'est une vision macroéconomique. Donc il y a la disponibilité des médicaments. Actuellement, il y a un registre national de l'hémophilie. Il y a même un réseau national de prise en charge de l'hémophilie par décision du ministre de la Santé. Ceci dit, il y a toujours des problèmes du point de vue patient. Il y a une inéquité dans l'accès aux soins. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de la même prise en charge à travers les wilayas du pays. Donc, selon qu'on soit résident dans une grande ville qui a un CHU, qu'on vient d'une petite ville, ce n'est pas la même accessibilité. Donc, on n'a pas les mêmes spécialistes. On n'a peut-être pas de spécialistes du tout pour les régions sud. Donc, il y a encore une sorte de nomadisme thérapeutique. Donc, ces patients qui sont dans des régions où il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'hématologue ou pas de pédiatre qui maîtrisent l'hémophilie, donc sont obligés encore de se déplacer dans les grandes villes pour s'approvisionner en facteurs anti-hémophiliques. Donc, la plus grande problématique, c'était qu'avant, il n'y avait pas de facteurs. Maintenant, les facteurs sont disponibles, sont rendus disponibles grâce à la collaboration de tous les partenaires, mais l'accessibilité il n'y a pas d'équité. Ça, c'est pour le traitement de l'hémophilie. Après, dans la prise en charge de l'hémophilie, il y a beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas que le traitement propre anti-hémophilique, il y a aussi la rééducation, il y a la chirurgie. Donc, tous ces patients algériens n'ont pas
tous ces traitements de l'hémophilie. Il n'y a pas encore l'équipe pluridisciplinaire qui arrive à prendre en charge le patient hémophile dans toutes les disciplines. Je cite la chirurgie, je cite les soins dentaires. Donc c'est très lourd. Vivre avec une maladie chronique, une maladie rare, c'est un fardeau pour les patients et pour les familles au quotidien. Tout à fait. Donc en dehors de l'histoire du budget de l'État, c'est un fardeau pour le patient d'abord et sa famille. Très bien. Alors, professeur Bekadja et professeur Neckel, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les thérapies ciblées, les immunothérapies de manière générale, ont carrément transformé la gestion de ces pathologies, de ces hémopathies de manière générale? Oui, allez-y. La question, non, à tous les deux, je vous en prie. Ben, je pense que effectivement, la thérapie ciblée et l'immunothérapie ont bouleversé pratiquement le champ thérapeutique. Il y avait les hémopathies malignes, par exemple, étaient traitées à l'époque par de la chimiothérapie pure et dure. Et cette chimiothérapie entraînait des dommages collatéraux, d'une part, mais en même temps, en termes d'efficacité, on avait des situations où les patients devenaient réfractaires. Et donc après, on n'avait plus rien à leur offrir et ils décédaient dans le cadre des soins palliatifs, par exemple. Aujourd'hui, quand on prend n'importe quelle hémopathie maligne, je prends par exemple le cas du myélome, si le myélome avec une chimiothérapie d'induction et une autogreffe qui vient par la suite, eh ben, pour les cas qui ont rechuté ou là qui sont devenus réfractaires, on a des possibilités aujourd'hui de les remettre en réponse et d'avoir des survies qui sont assez longues. Et donc ces survies sont faites grâce à l'apport des anticorps monoclonaux spécifiques ou bispécifiques, monospécifiques ou bispécifiques. Il y a ensuite la thérapie cellulaire qui vient et qui est aujourd'hui d'actualité. Tout à l'heure, le professeur Neckel parlait de l'autogreffe et de l'allogreffe. Aujourd'hui, les carticelles, c'est la base de l'immunothérapie cellulaire. Et aujourd'hui, ces carticelles, qui coûtent 400 000 € par injection, et c'est one shot, c'est un seul traitement qui peut donner de très longues rémissions et parfois même des guérisons. Eh ben, ces traitements aujourd'hui, pratiquement, ils ont changé la face de la prise en charge des hémopathies malignes dans le cadre des rechutes ou des formes réfractaires. Et aujourd'hui, on essaie de chercher pour chaque pathologie des facteurs prédictifs de réponse sur le plan de la réponse thérapeutique et évolutive pour utiliser justement ces médicaments, ces thérapies ciblées ou ces carticelles en première ligne. Et donc c'est donner une très forte probabilité de guérison dans ces pathologies. Voilà. Très bien. Professeur Neckel, votre avis là-dessus? Un petit mot. Je pense qu'on devrait le dire quand même. Nous avons perdu en très peu de temps aussi bien le pionnier de l'oncologie que le pionnier de l'hématologie, et on va dire les pionniers de l'oncohématologie, donc M. Kemal Bouzid, et le professeur Colonna, qui a été pratiquement celui qui a permis, en tous les cas, qui était un des premiers à la formation d'hématologie en Algérie. C'est quand même assez, pas curieux, mais le hasard a fait que les deux personnes partent presque l'une après l'autre. Mais pour dire que l'hématologie, que ce soit pour l'oncologie, il y a des avancées, il y a des traitements, il y a des possibilités. Je ne dis pas que tout est beau, je ne dis pas que tout est clair, et je ne dis surtout pas que tout est parfait. Loin de là, il y a beaucoup de soucis. Si on doit citer peut-être un des plus aigus pour nous, les hématos, n'est-ce pas, mais c'est tout simplement le manque de lits d'hospitalisation. C'est quelque chose d'assez difficile à gérer. C'est une pathologie très lourde. On manque de lits. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Certainement, au début des années 80, il y avait quelques hématologues. Ils se comptaient peut-être sur le bout du seul, peut-être de demain. Mais maintenant, il y en a des centaines et il faut qu'il y ait des efforts, notamment pour pouvoir assurer, pour les maladies les plus lourdes, que sont les leucémies aiguës, par exemple, une prise en charge au moment où il faut, avec la qualité qu'il faut. Pour dire un mot à propos de ma collègue, Mme Limha Latifa, et sur la prise en charge de l'hémophilie,
depuis quelques temps, et même peut-être depuis plusieurs années, on avance main dans la main, parfois avec un doigt, parfois deux doigts, parfois toute la main. Parfois, il y en a un qui tire, l'autre qui arrête, l'autre qui... Bon, toujours est-il, on ne se lâche pas. Je veux dire par là, c'est inévitable, inéluctable. Les soucis qu'ont les malades, c'est vrai, c'est une équipe pluridisciplinaire. On est des hématologues. On a toujours cherché à regrouper, vous avez dû remarquer, ces dernières années, où on essaye d'intéresser le maximum de personnes qui s'occupent de cette maladie. Ce n'est pas parce que je m'occupe d'hémophilie, enfin, tous les collègues, mais c'est pour dire qu'une équipe pluridisciplinaire est très importante, et travailler ensemble n'est pas un vain mot. Il y a peut-être une autre façon de faire pour intéresser tous les intervenants. Pourquoi les chirurgiens ne sont pas avec nous? Je ne saurais pas dire. Pourquoi toute la chirurgie dentaire n'est pas avec nous? Je ne saurais pas dire. Peut-être qu'on ne fait pas assez, certainement. On a besoin d'aide, on a besoin des décideurs, madame là, enfin, les collègues sont là. On a besoin d'un peu plus d'appui pour intéresser ces malades à cette pathologie. Parfait. On prend les questions du public via le QR code scanné. Alors, dans le cadre de l'évolution des stratégies thérapeutiques pour les hémophiles sévères, notamment en situation d'hémorragie réfractaire ou urgente, comment l'intégration de traitements plus rapides et ciblés pourrait-elle transformer la gestion clinique des patients en Algérie en termes de réduction des risques et d'optimisation des résultats à long terme? Non, les traitements sont connus. On a des guidelines, ils sont très faits. Je ne sais pas si Amine en a parlé tout à l'heure. Il y a des guidelines maintenant pour presque toutes les pathologies. On est en train de les finaliser avec le ministère de la Santé. Et ça concerne aussi l'hémophilie. C'est connu. Quand il y a un syndrome hémorragique, si on parle de syndrome hémorragique, les traitements, lorsqu'ils existent, sont connus. Il y a des doses, il y a des posologies. Et ils doivent être disponibles et immédiatement. C'est très important. Ce qu'on disait tout à l'heure, s'il y a un hémophile qui a mal à la tête, s'il ne reçoit pas son traitement dans les minutes qui suivent, son pronostic vital est mis en jeu. C'est dire combien il est important qu'il y ait des médicaments, d'abord, chez lui, au moins pour cette urgence, et qu'ils soient disponibles à proximité. Mais l'idéal de cette maladie, c'est de la prophylaxie. Il faut qu'il y ait un traitement pour ne pas saigner. Il faut qu'il y ait un traitement pour pouvoir vivre tout simplement aussi normalement possible. Donc si la question c'est que faut-il faire quand il y a un saignement? Bon, il faut mettre le facteur nécessaire, évidemment, par des personnes qui soient aguerries, qui connaissent. Et en général, il y a des médecins. On est formé. Peut-être qu'on ne parle pas assez d'hémophilie pour l'externat, pour la graduation. Et il faut en parler avec tous nos collègues, les internistes, les urgentistes, les pédiatres, je ne sais pas moi, les rhumatologues. Enfin, tout le monde doit être concerné. C'est une maladie comme toutes les autres, hein. Pourquoi on parlerait d'hémophilie, pas des autres? Si. Et en général, le traitement est connu, il est institué. Un décès d'un hémophile est un échec très très grave pour nous, pour les hématologues et les pédiatres en tout cas, ceux qui sont... ensuite, à long terme, les problèmes articulaires, ça reste notre plus grand défi pour l'instant. Il y a de nouvelles molécules maintenant qui existent pour avoir... on est de plus en plus ambitieux pour l'hémophilie. Avant, c'était un traitement quand on saignait, ensuite on donnait un traitement pour ne pas saigner, ensuite on donne un traitement pour ne pas saigner, même de façon infraclinique, sans qu'on s'en rende compte. Autrement dit, on veut avoir un zéro bleeding, c'est-à-dire rien pour que dans 10 ans, dans 15 ans, on n'ait pas opéré, dans 10-15 ans, on n'a pas d'handicapé, et dans 10-15 ans, on a des personnes tout à fait normales. Monsieur Bekadja parlait tout à l'heure de Carticel, eh bien, 400 000 euros. Eh ben, une injection pour une thérapie génique hémophilie, c'est 3,5 millions de dollars. Une injection. C'est pour vous dire. Et c'est une guérison. Évidemment, il y a toujours des effets, mais pour vous dire que ça peut coûter très cher, un traitement. D'accord. Latif Al-Amhan, certainement une réaction après ça, et puis je poserai une question à professeur Bekadja. Tfadli, Latif Al-Amhan. Donc, par rapport au protocole de prise en charge de l'hémophilie, bien évidemment, on a mis en place un guide de la prophylaxie. Donc, c'est tous les enfants en première intention qui sont dans cette prophylaxie. On a même des adultes aussi qui sont dans la prophylaxie, donc ils ont un traitement préventif. Maintenant, si on parle de la prise en charge, on doit aussi se positionner par rapport au reste du monde. Donc, si on positionne dans la région Middle East,
Donc, on est classé troisième après l'Arabie Saoudite et le Qatar dans le domaine de la prise en charge des hémophiles A, suivi par la Palestine et la Tunisie. Et dans le domaine de la prise en charge de l'hémophilie B, on vient après l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Palestine, donc l'Algérie en quatrième position, suivi par la Tunisie. Donc ça, c'est un positionnement par rapport à la prise en charge et la consommation des facteurs à l'échelle internationale. Maintenant, si on revient à la qualité des médicaments, en Algérie, je dirais qu'on est assez loin par rapport à la qualité des médicaments. On est de grands consommateurs des facteurs standards par rapport aux autres pays. On vient juste d'introduire les demi-vies prolongées qui donnent une meilleure protection pour les articulations et moins de saignement, donc moins d'exposition à l'handicap. Donc c'est vraiment timide. Si on prend le Global Survey de la WFH, de la Fédération mondiale de l'hémophilie, c'est vraiment un petit trait pour l'Algérie dans le domaine des traitements innovants. Si on prend encore les traitements non substitutifs, l'Algérie n'est même pas classée. On ne consomme pas ce genre de médicaments. Ils sont enregistrés, ils ne sont pas encore commercialisés. Et Dieu seul sait qu'il y a une très forte demande, surtout pour les hémophiles qui ont des inhibiteurs, qui n'ont pas accès à cette prophylaxie parce qu'ils ont déjà des inhibiteurs, ils ont rejeté, leur corps a rejeté déjà les facteurs standards. Donc il y a un grand intérêt, que ce soit pour le patient, pour la famille et pour l'économie aussi, que ces facteurs soient commercialisés en Algérie. Très bien. Question qui est adressée au professeur Bekadja. Puisque vous abordez, professeur, le métabolisme intracellulaire ainsi que récepteur, quelle est la place des antioxydants et vitamines dans la thérapie ciblée? Je sous-entends, c'est la question du monsieur ou de la dame, surtout l'acide ascorbique. Moi, je suis d'abord un clinicien, mais je vois venir la question. Parce qu'il y a eu le magnésium, la vitamine C, qui ont été utilisés de façon vraiment, je m'excuse du terme, à tire-larigot quand il y avait la période du Covid-19. En cancérologie, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un mouvement qui est en train de se développer. Il est en complémentarité avec la chimiothérapie et c'est le fait d'utiliser justement ces médicaments comme adjuvants à la réponse des cellules, renforcer le système immunitaire pour mieux adapter les chimiothérapies. Mais je ne suis pas personnellement versé dans ce créneau pour pouvoir répondre de façon vraiment scientifique avec des arguments et des bases. Je ne les ai pas. Mais je peux dire que je sais que pour la cellule cancéreuse aujourd'hui, on peut utiliser de la vitamine D, de la vitamine C, pardon, et de la vitamine D aussi, hein, d'ailleurs. Mais la vitamine C avec des quantités, j'allais dire entre guillemets, astronomiques, hein, pour essayer d'améliorer ce système immunitaire. D'accord. Professeur Nekal, vous êtes en train de... Vous voulez réagir? Allez-y, ne vous gênez surtout pas. On passe à une autre question? Exactement, la vitamine C. Alors, il y a aussi d'autres questions de plus en plus techniques. Je me permets quand même de vous les répercuter. Comment les innovations technologiques comme l'analyse génomique pourraient-elles être intégrées dans le système de santé algérien pour ces pathologies? Oui, absolument. Là, c'est important, puisque aujourd'hui, si je prends dans le cadre du lymphome, par exemple, dans le lymphome, on est arrivé aujourd'hui, quand on fait de traitement par chimiothérapie, eh ben, on analyse ce qu'on appelle la maladie résiduelle. C'est regarder qu'est-ce qui reste justement en quantité de cellules tumorales. Et au lieu d'aller vers la cellule elle-même, ce qu'on recherche maintenant, c'est l'ADN cellulaire circulant. C'est-à-dire que toutes les cellules cancéreuses vont perdre, et quand elles sont en situation d'apoptose, elles sont détruites, elles perdent leur ADN et qui devient circulant dans le sang. Ça, c'est pour que les gens puissent comprendre. Et qu'avec maintenant les moyens techniques, on peut analyser justement cet ADN circulant. Si on le retrouve, ça veut dire que la réponse n'est pas parfaite. S'il disparaît du sang, ça veut dire qu'on est en réponse complète et que le traitement a été... Donc cette notion de recherche génomique, oui, elle s'adresse aussi bien pour le diagnostic des hémopathies malignes que pour l'évaluation post-thérapeutique pour la maladie résiduelle. D'accord. Oui, bien sûr. Professeur Nekal.
Vraiment. Mais maintenant, avec l'individualisation des pathologies, les anomalies génétiques sont extrêmement importantes. Elles peuvent modifier la façon de traiter. Il y a certains médicaments qui sont actifs lorsque, par exemple, il y a une anomalie génétique ou, a fortiori, s'il n'y a pas d'anomalie génétique. Et évidemment, si ça existe, vous donnez ce traitement, c'est inutile. Donc, ne pas avoir accès à cet examen maintenant, extrêmement important, et qui est directement relié à la disponibilité de ces nouvelles thérapeutiques, ces médicaments innovants. Sinon, c'est comme si on les utilisait pour rien, et ce serait dommage, non seulement pour le diagnostic, pour le suivi, et pour une efficacité thérapeutique. Il y a un poids économique net maintenant. On connaît des médicaments, notamment en hématologie, dans les leucémies aiguës, dans les lymphomes, dans plusieurs hémopathies malignes, où tel type d'anomalie génétique, si elle n'est pas recherchée, eh ben on traite comme ça à vue, et ce n'est pas intéressant. D'accord. Donc, très très important pour le diagnostic, pour le suivi, pour l'efficacité. Une autre question du public. La transplantation de cellules souches hématopoïétiques est-elle une option en Algérie? Oui, absolument. Moi, je voudrais rendre hommage à l'équipe du CPMC d'abord, Mme Hamledji, le professeur Ahmed Nasser Redouane et le professeur Benakli. L'équipe du CPMC a commencé en 1998, donc la première en Algérie, quand il y avait des problèmes d'eau. Ils ont réussi justement une prouesse extraordinaire, c'est de lancer la greffe de cellules. C'est quelque chose d'extraordinaire à l'époque, 98. Et donc, ils ont commencé à allogreffer, autogreffer tous les patients qui avaient des hémopathies malignes et même des hémopathies non malignes. La thalassémie, la drépanocytose, par exemple, chez les enfants aussi. Puis, chemin faisant, l'EHU d'Oran, pratiquement 10 ans plus tard, 10 ans plus tard, on a lancé les autogreffes. La différence avec le centre d'Alger, c'est que nous n'avons pas congelé les cellules. Ça a été une première en Algérie. Ça s'est passé d'abord au Mexique, dans les pays latino-américains, et puis on a vu que ça pouvait permettre aux pays qui avaient des ressources limitées, et puis en Algérie, à cette époque, il n'y avait pas tous les services qui pouvaient se lancer dans la greffe, donc on a commencé à faire des autogreffes en ne pas congeler les cellules, donc on les conservait dans le frigo à plus 4 degrés. Et l'appétit vient en mangeant, donc on a continué à faire ces autogreffes, et on a essayé d'élargir cette technique à tous les autres services du pays. Et aujourd'hui, on a 9 centres qui font de l'autogreffe dans le myélome. Et on est dans le classement, puisque Madame elle parlait de classement de l'hémophilie, on est classé pratiquement parmi les premiers sur le plan africain à utiliser justement en termes de centre des autogreffes. Donc c'est une option courante, carrément. C'est une option qui est devenue courante chez nous parce que cette technique a permis justement de vulgariser cette façon de faire. L'allogreffe, par contre, c'est resté encore en situation un peu difficile. C'est le centre d'Alger et puis le centre à Oran. Nous, moi je suis en retraite maintenant, mais mon remplaçant, le professeur Yafour, a lancé l'allogreffe même chez les enfants maintenant. Donc on a commencé à faire de l'allogreffe en 2013, on faisait que les adultes, et maintenant, bien sûr, il faut faire confiance aux jeunes, et c'est grâce justement à ce flambeau qui a été donné, il continue, il développe justement cette allogreffe chez les enfants. Et je voudrais faire une parenthèse, c'est qu'on ne s'est pas arrêté aux hémopathies malignes. À Oran, on a commencé à faire de l'autogreffe dans les maladies auto-immunes. Voilà. Merci. D'accord. 2 petites questions techniques que je voulais poser, on en finit. Les thérapies ciblées comme les inhibiteurs de tyrosine kinase ou les anticorps monoclonaux sont-elles accessibles en Algérie? Le professeur Brada est venu de vous dire que les inhibiteurs de tyrosine kinase, les ITK, ont été les premiers à être utilisés dans la leucémie myéloïde chronique. Donc c'était l'imatinib. Et à cette époque, Madame Hamledji avait validé pratiquement une copie de l'ITK qui coûtait 20 fois moins cher que la molécule mère.
ça nous a permis d'avoir la possibilité de traiter tous les patients en Algérie, quel que soit leur centre. Donc ça, c'était pour les ITK. Aujourd'hui, en Algérie, on a les ITK de première génération et de deuxième génération. On a 3 molécules qu'on peut utiliser dans le cadre des LMC. Par contre, dans les LLC, les autres hémopathies malignes, je crois que l'ibrutinib existe, donc c'est un inhibiteur du PTK. Je crois que le polatuzumab aussi existe. Donc il y a de nouvelles molécules, soit les inhibiteurs de checkpoint, soit les bispécifiques, ces immunothérapies sont sur le plan de l'enregistrement, ça y est, c'est fait, mais c'est en voie d'utilisation chez nous. Professeur Nécal, oui, je vous en prie, parce que la question vous est adressée. Il faut dire que maintenant, il y a de plus en plus de molécules, disons ces derniers temps, surtout après le Covid, où beaucoup de molécules qui étaient en attente d'obtention d'AMM l'ont eu. Ça a été laborieux, je le reconnais, tout le monde le reconnaît, peut-être pour des raisons réelles, de coûts, de gestion. Il y en a tellement maintenant. Malheureusement, de temps en temps, on se confond avec ce qu'on appelle l'oncologie. Nous avons des maladies cancéreuses hématologiques et à l'oncologie. Donc on nous met un peu dans le même panier. L'année dernière, vous m'avez reproché de laisser l'hémato à la fin. Cette année, je l'ai mise la première. C'était une promesse et elle est là. On a commencé avec vous cette année. Donc je disais qu'il y a de plus en plus de molécules. Je ne dis pas qu'elles sont toutes là, mais il y a, on le sent, un effort. Et surtout, il faut qu'il y ait quand même un regard. Il y a beaucoup de molécules. Il y a beaucoup de biosimilaires. Il y a beaucoup de génériques. Il faut bien qu'il y ait, comme ça, un regard critique pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Il y a des spécialistes. Je sais maintenant, il y a de plus en plus ce qu'on appelle d'études pharmaco-économiques. D'ailleurs, on demande aux médecins de voir cette étude pharmaco-économique et on utilise ce terme qui m'a été reproché, je parle de Mohamed, en disant le fardeau. Pourquoi on dirait fardeau pour une maladie? Comme si on était responsable d'être malade. C'est un coût. Je sais, il y a un coût. On ne peut pas traiter tout le monde, évidemment. On est conscient. Mais il faut qu'il y ait un minimum. Être à la page de ce qui se passe dans le monde, oui, mais il faut qu'il y ait un minimum. Les molécules les plus importantes sont de plus en plus disponibles. Il y a, disons ces derniers temps, une espèce d'accélération dans les procédures. Je suis sûr que si les personnes qui travaillent à la pharmacie, au ministère de l'Industrie pharmaceutique, au niveau du ministère de la Santé, pouvaient le dire mieux que nous, mais on sent qu'il y a plus d'intérêt. On doit être plus présent, c'est vrai. D'accord. Toute dernière question. Y a-t-il des initiatives locales pour la formation continue des professionnels de la santé dans le domaine des hémopathies? Rapidement sur ce point. Un mot et je laisse mon ami Amé. Énormément. Je parle des hémopathies, mais il y a énormément de journées, de meetings, d'éducation thérapeutique qui rentrent dans le cadre de la formation médicale continue. On a des congrès nationaux, on a des congrès internationaux, on a des congrès maghrébins. On se voit pas trop souvent, mais on se voit vraiment souvent. On discute. Bon, il y a des hauts et des bas, évidemment. Et d'ailleurs, il y a des débats. Il n'y a pas que des débats, mais des débats, beaucoup de discussions. Et ça ne se passe pas uniquement à Alger. C'est vraiment, d'ailleurs, demain... Vous partez à Oran, là. Demain, on est à Oran, chez notre ami, pour ce qu'on appelle les groupes en hématologie. Nous avons, chaque pathologie a son groupe, son coordinateur. Il y a des guidelines qui sont chez nos amis au niveau du ministère de la Santé pour validation. Et comme ça, tout le monde va traiter de la même manière et qu'il n'y ait pas de disparité ni d'inéquité. C'est un terme que je trouve très lourd à écouter, à entendre, à supporter pour un malade, pour un médecin, qu'il y ait une inéquité dans un pays. Il ne faut pas que ça existe, il faut que même pas ce mot existe. Parfait. Même si de temps en temps on le ressent. Merci. Professeur Bekadja. Je crois que Salim a tout dit. Nos réunions se font sous l'égide de la Société algérienne d'hématologie. D'ailleurs, le professeur Nekal est le nouveau président de la société. Et donc ces réunions se font de façon annuelle, c'est dans le cadre de la réunion de la société. Et puis, pratiquement en fonction des groupes, il y a une vingtaine de groupes, donc imaginez
si c'est tous les mois qu'on doit se réunir, c'est 20 mois de l'année. Donc il y a une activité qui est permanente. Et puis j'oublie pas l'industrie pharmaceutique qui nous a énormément aidés dans la formation continue soit des médecins généralistes, soit des spécialistes, mais qui ne sont pas dans les structures hospitalo-universitaires, qui sont dans les hôpitaux de proximité. Et donc là aussi, on prend les thèmes qui sont les plus importants en termes d'incidence, et donc on discute tous ensemble sur la façon de traiter en fonction des référentiels qui sont établis dans le cadre de la Société algérienne d'hémato. Parfait, merci. Madame Lamhan, un petit remerciement. Je voulais surtout vous inviter pour vous rendre hommage le travail fabuleux que vous faites à la tête de cette association des hémophiles. Un petit mot de remerciement pour finir, s'il vous Je plaît. voulais juste dire que l'avenir des maladies rares en Algérie, c'est tout simple pour moi, c'est de raisonner patient, d'agir patient pour l'intérêt du patient. Et ce patient, c'est nous, c'est tout le monde. Voilà. Merci, applaudissements pour cette première session. Merci à vous, merci d'avoir été présent et surtout malgré les circonstances et les événements prévus à Oran.